Samira Sitaïl, vous êtes ambassadeur du Maroc en France. Mardi, le président de la République française a adressé une lettre au roi Mohamed VI du Maroc. On peut y lire cette phrase, je la cite, « Le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine ». C'est un geste fort, presque historique même, du chef de l'État. Comment vous avez accueilli cette déclaration? Évidemment, Rabat ne peut que se réjouir de cette évolution significative de Paris. Je ne vous ai pas salué, Thomas Bonnet. Bonjour. Oui, bonjour, bien sûr. Ah oui. Alors, je vous disais que Rabat ne pouvait que se réjouir de cette évolution significative de la position de la France, en sachant que cette position ne vient pas du néant. Il y a un plan d'autonomie qui a été présenté par le Maroc depuis 2007 et la France soutient ce plan d'autonomie. Alors, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ce soutien, cet appui de la France au plan, à la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, d'une part, et puis d'autre part, ce plan d'autonomie considéré dorénavant par la France comme étant la seule base pour le règlement du différend. Est-ce que vous vous y attendiez? Est-ce que c'est une surprise pour les autorités marocaines, cette prise de position? En réalité, je suis tentée de dire non, que ce n'était pas une surprise, que c'est dans l'ordre des choses et que c'est en parfaite cohérence avec la position de Paris aux côtés de Rabat sur ce conflit depuis, encore une fois, au moins 2007, c'est-à-dire depuis que le Maroc a posé sur la table de négociation cette proposition d'autonomie. Et le premier pays qui a salué cette proposition d'autonomie à l'époque, évidemment, c'était la France. Pourquoi maintenant? Un mot sur le timing. On rappelle que ce courrier a été envoyé pour la fête du trône, les 25 ans de l'intronisation de Mohamed VI. Pourquoi maintenant alors? D'abord, il fallait une occasion pour le faire et la fête du trône, en effet, en était une. Et puis, je vous rappelle que c'est un long processus qu'il y a eu avant. Nous avons commencé à co-construire cette relation qui est la nôtre depuis octobre dernier. Donc, c'est l'aboutissement de plusieurs mois de discussion où nous avons coché toutes les cases, à commencer par celle de la confiance, et que nous avons posé sur la table un certain nombre de sujets pour rénover ce partenariat, le partenariat qui est le nôtre, et en faire quelque chose d'exceptionnel, si vous voulez que nous en parlions. Bien sûr, on va en parler. Pour nos téléspectateurs et nos auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, rappelons quand même quel est l'enjeu du Sahara occidental. C'est un territoire disputé. Comment vous pourriez résumer la situation de ce territoire sur les dernières décennies? Alors écoutez, ce territoire, d'abord, il faut préciser qu'avant que les Espagnols ne le colonisent pendant 91 ans, jusqu'à 1975, ce territoire était marocain, partie intégrante de l'empire chérifien. Et personne ne peut le contester, encore moins les historiens qui constatent évidemment, et encore moins sur le plan juridique, le lien ancestral entre les tribus habitant dans cette région et le sultan du Maroc. Et ces liens font que ce Sahara appartenait et était sous souveraineté marocaine. Et depuis, il est disputé. Il y a le fameux Front Polisario qui conteste la souveraineté du Maroc justement sur ce territoire. La milice du Polisario, créée en 1973 par le dictateur libyen Mouammar Kadhafi, dans un contexte de guerre froide, dans un contexte où une monarchie comme celle du Royaume du Maroc dans cette région du monde devait être combattue. Lorsque Mouammar Kadhafi revient de meilleurs sentiments, c'est l'Algérie qui prend le relais en 1975 pour pouvoir soutenir, armer, utiliser, tel un marionnettiste, cette milice du Polisario pour défendre ses intérêts contre ceux du Maroc. On va revenir sur le rôle de l'Algérie dans un instant, mais un autre passage de la lettre adressée par Emmanuel Macron au roi Mohamed VI, la France apporte son soutien justement au plan proposé en 2007 par le Maroc. Est-ce que vous pouvez nous détailler qu'est-ce qu'il y a dans ce plan? Alors, ce plan comprend donc une large autonomie, la décision par les populations locales qui vont élire leurs représentants. Donc, les populations locales prennent en main leur destin. D'ailleurs, elles le font déjà avec de multiples manières. Donc, pour caricaturer, mais si nous devions faire une comparaison, ce serait un peu comme les Landers. D'ailleurs, Feu Sa Majesté Hassan II faisait cette comparaison. Donc, une très large autonomie
des 12 grandes régions du Maroc, y compris celles des provinces du Sud, avec un drapeau et une monnaie commune. Mais des prérogatives qui resteraient liées, gérées par le Maroc sur les questions régaliennes, par exemple ? Sur la question de la politique étrangère, de toute évidence, mais les affaires internes, les affaires des provinces du Sud seront gérées par les habitants des provinces du Sud eux-mêmes. Et c'est toute la force de ce plan d'autonomie. Je vous rappelle, Thomas Bonnet, qui est depuis, vous savez, les 23 dernières résolutions des Nations Unies, considère ce plan d'autonomie comme étant une option crédible et sérieuse pour le règlement de ce dossier. Si vous permettez, pendant une dizaine d'années, nous avons testé l'option du référendum entre 1991 et 2001. Parce qu'il était prévu dans les accords de cessez-le-feu, on le rappelle, qui ont été signés en 1991. Et nous n'avons pas réussi à mettre en place, à concrétiser cette option de référendum, tout simplement parce que nous ne sommes pas mis d'accord sur le corpus électoral. Les adversaires du Maroc ont mis à l'intérieur de ce corpus électoral tout un tas de populations qui n'étaient pas originaires des provinces du Sud. C'est ce qui fait que le corpus électoral n'a pas pu être déterminé, identifié. Et de l'avis même des Nations Unies, le droit international, c'est les Nations Unies, c'est le Conseil de sécurité. Et de l'avis même des Nations Unies, du représentant personnel du secrétaire général des Nations Unies, M. Van Walsum, en 2008, constatait que l'option de l'indépendance était irréalisable et que l'option d'un référendum également était irréalisable. C'est vous dire l'importance que revêt aujourd'hui ce plan d'autonomie pour régler ce différend artificiellement dopé depuis plus de 49 ans. Vous en parliez, le rôle de l'Algérie dans cette situation. La décision d'Emmanuel Macron a suscité une crise diplomatique avec l'Algérie qui a décidé le retrait immédiat de son ambassadeur en France. Par son geste, la France, dit Ahmed Attaf, le ministre algérien des Affaires étrangères, défend la légitimité de l'ordre colonial. Qu'est-ce que vous répondez à cette déclaration ? J'ai envie de répondre par une question, Thomas Bonnet. Pourquoi l'Algérie n'a-t-elle pas rompu ses relations diplomatiques avec les États-Unis ou rappelé son ambassadeur des États-Unis? Parce que les États-Unis ont reconnu également ce plan en 2020. Lorsque les États-Unis ont reconnu la souveraineté du Maroc sur ces provinces du Sud, pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? Je me contenterai de poser juste cette question. Vous parliez justement des États-Unis. Ils ont reconnu en 2020 la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Parmi les raisons qui ont expliqué ce changement de position des États-Unis, il y a les accords d'Abraham qui ont été passés entre le Maroc et l'État d'Israël. Où en est-on de ce processus de normalisation des relations entre le Maroc et Israël actuellement? Écoutez, entendons-nous bien déjà. La souveraineté du Maroc reconnue par les États-Unis et par l'État d'Israël ne fait pas l'objet d'un deal à partir duquel les accords d'Abraham seraient signés de l'autre côté. Le Maroc est un pays qui, bien avant les accords d'Abraham, avait déjà établi des relations avec Israël. Nous les avions rompues au moment de la première intifada. Nous avons repris ces relations qui, par ailleurs, je vous le signale, font que nous avons un rapport et une relation extrêmement particulière avec l'État d'Israël. D'abord parce que nous avons 10% de la population israélienne qui est d'origine marocaine, ce qui n'est pas rien. Donc ce lien que nous entretenons, il est humain, il est identitaire et ne tient pas d'un deal qui aurait été passé entre deux États. Ça, c'est une mise au point que je tenais à faire. Pour ce qui est de la situation actuellement, excusez-moi, j'ai oublié votre question. Non, simplement, oui, le rôle que peut jouer le Maroc dans la situation au Proche-Orient. Vous savez, il le joue déjà. Aujourd'hui, lorsqu'il s'est agi au premier jour du Ramadan d'aider les populations palestiniennes en détresse à accéder à une aide humanitaire, nous sommes le seul pays que l'État d'Israël a autorisé à acheminer des aides humanitaires par voie terrestre. À l'époque, plus de 21 tonnes. Et je répète encore une fois, par voie terrestre, lorsque les autres pays, y compris les États-Unis, n'étaient pas autorisés à le faire, si ce n'est par voie aérienne. Nous avons réalisé, il y a quelques semaines encore, l'envoi d'une seconde aide humanitaire. Nous avons, bien évidemment, une relation très particulière également avec le peuple palestinien. Il s'agit pour nous de soutenir la solution à deux États, ce que fait également la France
notre partenaire, et la plupart des pays dans le monde. Les droits inaliénables du peuple palestinien ne sauraient être balayés du revers de la main. Et en même temps, encore une fois, nous entretenons des relations avec les deux parties qui nous permettront, de manière crédible, de nous asseoir à la table de négociation lorsqu'il faudra le faire. Samira Sitaël, revenons sur les relations entre la France et le Maroc. Les deux pays ont eu des relations parfois compliquées. Il y a eu des affaires qui ont empoisonné ces relations diplomatiques. Affaires d'espionnage, crise des visas. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que ça va mieux, que les relations sont bonnes entre les deux diplomaties? D'abord, on se rend compte que sur le plan de l'espionnage, lorsque vous avez un État qui s'appuie sur le rapport d'une entité, d'un ensemble de journalistes, citons-les d'ailleurs, Forbidden Stories, et une association qui s'appelle Amnesty International, lorsqu'on se rend compte que des décisions aussi importantes sont prises sur la base d'un rapport avec des informations fournies par des voies plutôt obscures, et qu'on se rend compte aujourd'hui qu'aucune preuve n'a jamais été apportée sur la possession de cette technologie qui s'appelle Pegasus. Bien sûr. Vous parlez d'espionnage, je parle de Pegasus. Ouais, bien sûr. Aucune preuve, au jour d'aujourd'hui, n'a jamais été apportée sur l'implication du Maroc et la possession par le Maroc de cette technologie. Donc, sachons exactement de quoi nous parlons avec le recul. Ça avait quand même créé des petites tensions diplomatiques. Bien sûr qu'elles ont été créées parce qu'elles ont été dopées artificiellement. Et aujourd'hui, vous direz que ça va mieux quand même? Non seulement je dirais que ça va mieux, mais je dirais que c'est totalement derrière nous. Qu'encore une fois, toutes les cases de la confiance ont été cochées, que nous nous sommes expliqués sur les malentendus, sur les maladresses. On s'est parfois un peu même tourné le dos, mais encore une fois, cette relation qui est tout simplement irremplaçable entre le Maroc et la France, qui est très forte parce qu'elle repose sur une amitié, une fraternité et sur des intérêts communs pour la prospérité de nos deux peuples. Vous savez, ça ne se limite pas à des chiffres, des pourcentages, des contrats signés ici et là. C'est vraiment quelque chose de très intense. Nous avons 1 700 000 Marocains d'origine ou binationaux établis en France, qu'ils soient de confession musulmane ou qu'ils soient de confession juive. Et ça, je peux vous dire que ça renforce substantiellement les liens. Justement, sur la question des visas et de la coopération entre la France et le Maroc sur la question migratoire, comment se passe cette coopération en ce moment? Alors écoutez, sur la coopération migratoire, nous avons par exemple, par rapport aux visas, à certaines catégories de visas, nous avons... Aujourd'hui, la situation est totalement rétablie. Rappelez-vous, il y a eu un moment d'une crise des visas, ce qu'on appelle la crise des visas. La situation est aujourd'hui totalement rétablie. Alors évidemment, les consulats sont un peu débordés en France parce qu'ils sont noyés de demandes. Mais avec mon homologue Christophe Lecourtier, j'ai bon espoir que tout ceci rentre dans l'ordre assez rapidement, et c'est déjà le cas. Sur la coopération migratoire, vous savez, il y a tout un tas de sujets extrêmement sensibles. Je ne vais pas revenir sur les chiffres. Je dirais simplement que nous travaillons surtout, pour ne pas caricaturer cette question, sur le démantèlement de tous ces réseaux qui font que des individus, souvent en détresse, qu'ils soient sur le territoire africain ou qu'ils soient un peu plus à l'est, se laissent leurrer par un rêve qui voudrait qu'ils viennent en Europe. Alors, nous avons un rôle très important au sud de l'Europe, sur le plan de la sécurité de l'Europe. Il n'y a pas que la question migratoire, il y a également les questions liées au terrorisme. Je résumerai ça très rapidement aux questions de sécurité. On arrive au bout de cette interview, allez-y. J'entends bien. Le fait est que la coopération est très importante, qu'elle se développe et que, encore une fois, elles sont basées sur un rapport de confiance très fort entre nos deux pays. Merci beaucoup, Samira Sitaël, ambassadeur du Maroc en France. C'était votre grande interview en direct sur CNews et sur Europe. Merci.